Raconte-moi un arrêt, un podcast produit par Tania Racho, coordonné par Camille Bloomberg, avec l'aide de Floriane Chéniaud. Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Vous connaissez peut-être le nom de Jens Soering, c'est même probablement le cas si vous êtes américain ou allemand ou si vous aimez les faits divers. Aujourd'hui, je vous emmène explorer l'arrêt Soering contre Royaume-Uni rendu le 7 juillet 1989 par la Cour européenne des droits de l'homme. L'histoire commence aux États-Unis en 1985. Jens Soering a alors 18 ans. Il est le fils d'un diplomate allemand et il est en couple avec Elisabeth Haysom, rencontrée à l'université. L'histoire bascule en mars 1985 quand les parents d'Elisabeth sont retrouvés morts et que le couple s'échappe au Royaume-Uni quelques mois plus tard quand les enquêteurs commencent à les cibler. Les États-Unis les recherchent donc pour les juger de ce double meurtre. En cause, les relations compliquées entre Elisabeth et ses parents qui d'ailleurs n'appréciaient pas tellement Jens. C'est Elisabeth qui aurait entraîné Jens dans son conflit familial, se dénouant donc dramatiquement. Le conditionnel n'est pas vraiment nécessaire puisqu'ils ont été reconnus coupables par des juges américains. Simplement, Jens Soering a régulièrement clamé son innocence. Et il faut aussi préciser que les meurtres ont été assez sauvages. Le père a reçu 48 coups de couteau et a fini quasiment décapité. Après avoir voyagé en Europe et en Asie, le couple est finalement arrêté à Londres en avril 1986. Et c'est à ce moment-là que Jens confesse avoir commis le double meurtre et que débute sa stratégie pour éviter la peine de mort en Virginie. Il cherche à être jugé en Allemagne, par exemple, mais surtout à s'opposer à son extradition vers les États-Unis. Et pour cela, il invoque devant la Cour européenne des droits de l'homme le risque de traitement inhumain et dégradant qu'il pourrait subir en raison de l'angoisse du couloir de la mort. Et pour en parler aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Colin Nicholls, l'avocat de Jens Soering, devant la Cour européenne des droits de l'homme à l'époque. Je vous préviens, le podcast bascule en anglais, mais que les non-anglophones ne s'inquiètent pas, je résumerai les propos en français après les réponses de Sir Nicholls. Mr. Colin Nicholls, thank you so much for being with us to tell the story about the 1989 Soering case. Currently barrister and bencher of Gray's Inn, you're also a specialist with human rights. Can you tell us why in 1989 you choose to plead the death row symptom rather than directly the death penalty? In 1989, the death penalty argument would never have succeeded, as indeed was proved by the rejection of Amnesty International's intervention on that point. Mm-hmm. The UK and the US treaty, the UK legislation and the US treaty expressly allowed extradition for the death penalty, although the UK could request an assurance that it wouldn't be carried out. In this case, of course, in Soering, the assurance was clearly inadequate. The reason why the death sentence argument would have failed was that in 1989, Article 2 of the European Convention expressly permitted the death penalty as an exception to the right to life. Exactly. Although by that time Europe was firmly committed to abolition. Mm-hmm. And how did the symptom of this death row pop up? I mean, how did you get the idea? Was it the first time that someone talked about the symptom of the death row? I got the idea because immediately I realized that the death penalty argument would fail. Mm-hmm. And if the death penalty argument was failed, it was necessary to find another argument. I had already argued the point in two previous cases before the European Commission. Mm-hmm. They had failed, and I'd taken exactly the same point there. Okay. Interesting. So let me sum up this in French, maybe. Monsieur Nicholls, l'avocat de Soering à l'époque, nous explique pourquoi il n'a pas cherché à plaider la question de la peine de mort, du risque de la peine de mort pour Soering, parce qu'en fait, à l'époque, tout simplement, la peine de mort est acceptée. L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme le permet, d'une part, et tous les traités d'extradition, envisagent tout à fait cette possibilité. Donc, à défaut, il y a eu cette idée qui avait déjà été plaidée
décidé devant la Commission européenne des droits de l'homme à l'époque par M. Collins de s'intéresser aux symptômes du couloir de la mort qui cause du coup un potentiel traitement inhumain et dégradant à Jens Soering. So back to you. The question also is about the effect of this Soering case. Can I just add to that further point, that the first question? Yes, please. That is that the Protocol 6, which abolished the death penalty under the Convention, had been open for signature in 1983. In 1989, the United Kingdom had not ratified it. And indeed, it wasn't long after Soering that the European Court finally stated that the death penalty was contrary to European values. Yes, exactly. And changed Article 2 vision then afterwards. Je résume, le protocole 6 qui prévoyait l'abolition de la peine de mort en temps de guerre, n'était alors pas ratifié par le Royaume-Uni en 1989. Il a été ratifié ensuite, et il a fallu du temps d'ailleurs pour que ce protocole 6 soit ratifié et aboutisse à une nouvelle vision de la question du droit à la vie dans la Convention européenne des droits de l'homme. It is the European Union's Charter of Fundamental Rights, adopted in 2000, that finally said no one shall be condemned to the death penalty or be executed. A more recent text, it was easier maybe to introduce this general forbiddenness of death penalty. But yes, it's right. Yeah, okay. And so this one shot with Soering was interesting, but then it had larger consequences on the case law of the ECHR. Yes, Soering was a defining moment in the case law of the court. It changed forever the relationship between extradition and human rights in Europe, and extended the reach of the convention beyond Europe itself. Henceforth, a real risk of ill treatment resulting from extradition and later immigration, asylum, deportation, or expulsion from states to states such as Egypt, Iran, Syria, could be blocked by the court. Yes, and today Afghanistan, actually. Yeah. And attempts by European governments, including the United Kingdom, to carve out an exception to that prohibition in cases of threatening national security have been rejected by the court. Well, that's interesting too. So the states try to find an exception to this principle of taking into mind that there might be an inhuman treatment in a third country outside of Europe. So they try to counter it by saying if it causes a security to the state, a threat to the security, the state tried to defend it and say we should be able to expulse or extradite then. That's right? That's right. The interesting point is that at the time when Soering judgment was delivered, it was thought that maybe Soering was a very special case because, for example, he had been sent back to Germany, or he was a very young person. But in fact, as it turned out, and the subsequent cases showed, there was nothing exceptional in circumstances at all. It was effectively a rule that was going to be followed. L'idée, c'est que l'arrêt Soering a ouvert une porte à l'extraterritorialité de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça veut dire, en fait, à la possibilité de l'appliquer en dehors du territoire européen, parce que les États sont dans l'obligation, aujourd'hui, de vérifier si, lorsqu'ils font une extradition ou même une expulsion, ça a été étendu depuis, le pays d'atterrissage, disons, de la personne ne présente pas un risque de traitement inhumain et dégradant, de torture. Et il est intéressant aussi, M. Collins nous a dit que les États ont essayé de contrer cette position en soulevant un argument particulier qui est celui de l'atteinte à la sécurité nationale qui aurait alors permis d'extrader ou d'expulser quand même. Et la Cour européenne des droits de l'homme a refusé cet argument. Elle n'en a pas tenu compte et c'est intéressant. Donc la position de principe reste. La Convention européenne des droits de l'homme peut avoir des effets en dehors du territoire européen.
No, maybe back to the question of death penalty more generally. I think you pleaded the abolition of this matter, and also my question is more: did the Soering case had sort of an impact about those matters of death penalty? Yes, outside Europe, Soering was very important in that very shortly afterwards, a judicial committee of the Privy Council, that was a final appeal court for many Commonwealth countries, decided in the case of Pratt and Morgan, a Jamaican case, that lengthy post-conviction of the death row effectively was unlawful. Mm-hmm. And the result was that hundreds of executions, particularly in the Caribbean, were blocked. Mm-hmm. And indeed there have been none since that date in Jamaica. It also led to a series of cases relating to the mandatory death penalty, in one of which I appeared. Ok, interesting. So, effectivement, il y a eu des effets intéressants de cet arrêt Soering, et notamment devant des juridictions du Commonwealth qui ont pu finalement décider de bloquer la question de la peine de mort, avec des conséquences immédiates pour des centaines d'exécutions qui étaient planifiées et qui n'ont donc pas eu lieu, et notamment dans des cas qui ont été défendus par Monsieur Collins. And about maybe the European Court of Human Rights, did you plead also cases like Soering afterwards? No, I never did any other case on the death penalty in the European Court. The only other case I had that was of any significance in the European Court, and I didn't take its final conclusion, was when I applied on behalf of the former Italian Prime Minister Benedetto Craxi against the illegal hacking of his private telephone when he was in exile in Hammamet, and the court found in Craxi's favour. Okay, very interesting as well. But I think you've mentioned the Kreslin case, and the Craxi case very similar. But as I say, I did do the final case because by that time Craxi had died. It was done posthumously by his Italian lawyers. Mm-hmm. Indeed, there are not so much death penalty case anymore before the ECHR. In Europe itself, it's not a real concrete matter anymore, I think, maybe except for Russia. But abroad, there's the states now have the habit to take insurances that the people won't be pursued for death penalty. Well, thank you so much, Mr. Collins. Yes, please. Can I just tell you one or two other things? Yes, please. Interesting about Soering. First, it was the first case in which the court made a ruling requesting a country not to extradite. Before the final decision. Yes. That was the first time in that way. It was also a case that was completed in exactly 12 months from the date that I made the application to the date the decision was made. Never happened after. It's never happened since. Yes. The next thing was that it was the first case in which another European state intervened. Oh, yes, Germany. Germany, of course, intervened on behalf of Soering, of course, who was a German boy. And the next thing was, it was the first case in which an organization was permitted to intervene. That's also interesting. Also, it was amnesty. So it was a whole series of firsts. Big first in 1989. At the moment, we did the hearing in one day, and the court allowed me and the British Attorney General to have effectively the same sort of argument across the floor as we might have had in England, which was extraordinary for the Strasbourg court, where normally everything is so formal. Alors, pour résumer donc ce que Monsieur Collins vient de dire, c'est une série de premières fois dans cet arrêt Soering, la première fois que il y a une question d'extraterritorialité, qu'on rend responsable un État pour ce qui se passe en dehors du territoire européen, la première fois qu'un autre pays est associé à la procédure, ici l'Allemagne, et la première fois aussi que l'affaire est résolue en 12 mois. Première et dernière fois probablement devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un petit peu engorgée. Et voilà, et donc on remercie bien évidemment Monsieur Colin Nicholls, l'avocat de Jens Soering en 1989, et qui nous a accompagnés pour la découverte de cet arrêt.
Alors la Cour européenne des droits de l'homme décidera donc en 1989 que le Royaume-Uni peut être tenu responsable d'une violation de la Convention s'il exécute cette extradition sans aucune garantie sur la peine de mort. Les négociations diplomatiques aboutissent à un accord pour éviter cette torture du syndrome du couloir de la mort par le fait que la peine de mort ne sera pas requise à l'égard de Jens Soering. Il est condamné en 1990 à de la prison à perpétuité, tandis qu'Elisabeth, elle, est condamnée à 2 peines de 45 ans de prison pour chacun des meurtres. Depuis sa prison, Jens Soering change sa version des faits. Il avait d'abord avoué, puis il commence à dire que finalement il est innocent et qu'il couvrait en fait Elisabeth, qui connaissait des problèmes d'addiction. Des documentaires et des livres sortent sur le sujet, soutenant notamment ces théories. Même Angela Merkel s'en mêle pour plaider au moins son retour en Allemagne. En 2019, il bénéficie finalement d'une libération anticipée à l'âge de 53 ans et il est expulsée en Allemagne. Elisabeth est aussi libérée, mais elle est expulsée au Canada, pays de sa nationalité. Du côté des juristes, on retient surtout l'arrêt Soering comme le premier obligeant les États à vérifier la situation concrète dans un autre pays en dehors du territoire européen en cas d'extradition ou d'expulsion. C'est cette extraterritorialité que l'on évoque régulièrement. Et en plus, il s'agit quand même d'une violation virtuelle. La Cour reconnaît qu'il y aurait violation en cas d'extradition. Une décision conditionnelle pour une violation virtuelle qui s'applique aujourd'hui très largement pour les expulsions d'étrangers, par exemple au sujet des Afghans depuis l'été 2021. Pour la Cour, je cite, « Il y va de l'efficacité de la garantie assurée par ce texte, vu la gravité et le caractère irréparable de la souffrance prétendument risquée. » Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des Surligneurs.